Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà notre troisième journée de notre bootcamp Achète ton prochain immeuble locatif. Je suis content de voir la grande participation. Donc, il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent en rediffusion parce que je vois les commentaires arriver après coup. Donc, merci d'être là, merci d'être présent. Ça me fait plaisir. Je fais ce bootcamp-là pour vous. Je pense que je donne vraiment beaucoup de matériel à l'intérieur de 40-45 minutes. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. La première partie, je vais aller plus rapidement pour qu'on aille vraiment. On va analyser aujourd'hui en direct une fiche et on va le découvrir en même temps. Donc, j'ai préparé un tout petit peu ce matin, mais j'ai vraiment trouvé une fiche ce matin d'un immeuble que je trouve intéressant et j'ai même eu l'occasion de parler au courtier il y a quelques minutes à peine avant d'entrer en onde. Et on va analyser ça en détail dans les prochaines 45 minutes. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la journée 1 et 2, mon nom est Steve. Donc, je suis avec vous pour 5 jours cette semaine durant ce bootcamp Achète ton prochain immeuble locatif. Si ce n'est pas déjà fait, juste en haut, la majorité des gens ici, vous m'écoutez via Facebook. Donc, juste en haut, la vidéo, dans le post, vous avez une petite note avec un lien de StreamYard. Donc, si vous voulez commenter tout à l'heure ou poser des questions, moi, quand je diffuse en direct, j'aime bien voir à qui je m'adresse et voir la petite photo. Donc, juste à donner l'autorisation à StreamYard de vous voir, sinon, je ne vous vois pas dans la petite plateforme que j'utilise pour diffuser. Si ce n'est pas fait également, vous pouvez toujours vous inscrire au bootcamp. Mais on est à la journée 3. J'envoie 2-3 heures après la fin du bootcamp à chaque journée, j'envoie la rediffusion par courriel. Donc, vous allez être capable de réécouter la journée 1, la journée 2, la journée 3 sans aucun problème. Ceux qui étaient avec moi hier et qui ont fait le défi numéro 2, vous êtes quelques-uns à avoir commenté, vous êtes quelques-uns à avoir fait le défi. Je lançais hier comme défi de contacter via Kijiji ou via, par exemple, les packs ou via Marketplace, de trouver un logement à louer ou une maison à louer ou un chalet à louer et de contacter le propriétaire, non pas pour louer, mais pour démontrer votre intérêt à acheter la propriété. Même si c'est juste un exercice qu'on fait, là, ça vous force à poser des actions. Et il y a des gens qui m'ont dit, j'ai eu de la difficulté, c'est pas naturel pour moi. Et pourtant, on est caché derrière notre ordinateur et on fait juste écrire pour démontrer notre intérêt envers cette propriété-là. Donc, ceux qui l'ont fait, je serais curieux de voir, est-ce que vous avez eu une réponse positive ou négative? Généralement, c'est négatif, donc c'est normal, il faut s'attendre à ça. Donc, écrivez-moi dans les commentaires en dessous comment ça s'est déroulé. Est-ce que vous avez réussi à faire le défi et est-ce que vous avez eu une réponse? Il y en a qui l'ont fait par texto, il y en a qui l'ont fait par Messenger, il y en a qui l'ont fait par écrit dans ce que j'ai pu voir. Donc, des petites actions qui nous forcent à passer à l'étape suivante. Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette troisième journée-là, donc aujourd'hui, donc le déroulement du bootcamp très rapide, le Grand Prix, un petit rappel, et on va passer l'essentiel de 45 minutes sur comment analyser un immeuble locatif avant de faire une proposition d'achat. Donc, je fais ça avec un immeuble qui est tout récent, qui a été mis en vente il y a quelques jours, et on va analyser ça ensemble pour dire l'objectif, c'est est-ce que ça vaut la peine de creuser notre analyse davantage et de visiter et de faire une offre d'achat. Et on va terminer ça avec notre défi pour la troisième journée. Je termine avec questions-réponses. Donc, je rappelle que j'ai fait ce bootcamp-là vraiment pour vous. Vous allez voir là, dans les prochaines diapos, je vous remonte quelques questions que j'ai reçues par rapport aux analyses d'immeubles. Donc, je repars de questions que je reçois de mes clients, de mes lecteurs, de ceux qui se sont inscrits au bootcamp également pour essayer de vous donner quelques idées. Donc, mon nom est Steve Forget. J'aide les investisseurs immobiliers qui ont de la difficulté à se lancer ou qui ont peur de se tromper à faire leur première, deuxième, troisième transaction et ou à faire croître leur parc immobilier locatif. Alors, moi, c'est vraiment orienté sur le locatif. Donc, petite histoire courte, ceux qui n'étaient pas là les autres journées. Donc, je viens d'un parcours agricole. Donc, j'ai fait mes études à l'université en agriculture, en sciences de l'agriculture à l'université McGill. J'ai fait une maîtrise en gestion de projet par la suite à l'UQAM. Et pendant cette maîtrise-là, j'ai eu un cours d'analyse financière dans lequel on a eu, nous, analysé un triplex à Saint-Lin-Laurentide. Et ça a été la piqûre et la curiosité pour moi d'analyser ça puis de voir le potentiel des immeubles locatifs. Et quelques années plus tard, j'ai fait ma première transaction. Je n'étais pas si jeune que ça, j'avais 30 ans, presque 31 ans quand j'ai fait ma première transaction. Le quadruplex qu'on voit ici, donc au milieu. Donc, je le possède toujours d'ailleurs. Et vous allez voir, aujourd'hui, je vous emmène dans le même quartier. Donc, on s'en va à Montréal, dans l'arrondissement Ville-Marie, un quartier que j'ai habité pendant un petit peu plus que 10 ans, que j'aime bien, que je connais bien. Donc, ça a été mon coup de cœur et de fil en aiguille, un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à temps qu'on possède maintenant 105 unités résidentielles et commerciales.
Donc, les objectifs de ce bootcamp-là, donc de vous sortir de votre zone de confiance, de vous démontrer que c'est pas sorcier, il faut y aller étape par étape. On fait nos analyses. La première journée, on a analysé un secteur, quel type d'immeuble on voulait. Hier, on faisait de la prospection. Aujourd'hui, admettons que vous avez choisi le quartier Ville-Marie, l'est de Ville-Marie à Montréal, donc collé sur Hochelaga Maisonneuve. Je vais identifier une propriété et on va l'analyser ensemble pour continuer notre processus. Donc, aujourd'hui, comment analyser les immeubles avant de faire une proposition d'achat. Demain, 4e journée, comment faire des offres d'achat avec ou sans l'aide d'un courtier. Et on va terminer la boucle vendredi en parlant de financement et de quelques stratégies de financement lorsqu'on fait nos acquisitions. Je rappelle le Grand Prix pour ceux qui vont avoir commenté en dessous de chacune des 5 vidéos dans le groupe Sherpa Immobilier, donc le groupe privé sur Facebook, que vous pouvez facilement retrouver. Ceux qui m'écoutent sur la page, par exemple, donc vous pouvez retrouver le groupe Sherpa Immobilier. Ceux qui commentent en dessous de chacune des vidéos, qui vont chacun de mes défis, à la fin, je fais tirer une session de 60 minutes de coaching gratuitement avec moi au moment qui vous conviendra dans les prochaines semaines. Je repars, donc j'ai fait ça tout à l'heure avant d'entrer en ondes, donc je suis reparti des derniers jours, ce que j'ai reçu comme commentaire. Les gens, quand ils s'inscrivent à mon groupe Sherpa Immobilier, j'ai une question, je dis c'est quoi votre plus gros défi, votre plus grande problématique pour continuer dans votre progression immobilière, pour acheter un premier immeuble, un deuxième, etc. Donc aujourd'hui, j'ai filtré quelques commentaires qui ont rapport avec notre thématique d'aujourd'hui sur l'analyse des immeubles. Donc les gens me disent j'ai des difficultés, les revenus des immeubles ne sont pas assez grands pour couvrir les coûts. C'est typique. On va voir un exemple aujourd'hui. Les taux d'intérêt qui ont cassé ma planification. Je l'ai bien aimé, celui-là, hier, que j'ai reçu. Donc, les taux d'intérêt qui changent complètement les calculs d'analyse financière. Donc, il faut mettre beaucoup plus de mise de fonds. L'évaluation de la rentabilité, optimisation d'un immeuble, le prix de l'immobilier qui rend difficile à rentabiliser un immeuble financé à 100%. Bon, là, c'est sûr que si on veut financer à 100%, ça l'ajoute à nos charges. Donc, oui, effectivement. Je bloque à trouver un achat qui ne soit pas dans le négatif pour plusieurs années. Écoute, puis c'est pas nouveau, là. C'est pas depuis 2 ans que c'est comme ça, là. Moi, ça fait 15 ans que je suis en immobilier, ça fait 15 ans que j'analyse des immeubles où la majorité sont en cash flow négatif. Donc, c'est typique ce que je vois là dans cette phrase-là. Il faut essayer de voir le potentiel, voir comment on va être capable de transformer l'immeuble. Donc, il y en a des immeubles au Québec à cash flow positif. Dans les grandes villes, très peu. Donc, il va falloir vraiment user d'originalité. Vous allez voir aujourd'hui le potentiel. C'est exactement un immeuble comme ça que je vous analyse. Donc, immeuble trop cher, pas rentable, prix versus rentabilité. Donc, ça se retrouve, c'est toujours un peu les mêmes peurs. Et j'ai publié ceux qui viennent sur la page là, Steve Forget ou dans le groupe Sherpa Immobilier. J'ai publié un peu plus tôt ce matin à 7 heures un article qui s'appelle « Comment innover dans un cycle immobilier difficile ». Et je suis en train de transférer tous mes articles de blog de mon ancien site vers mon nouveau site. Et je suis tombé sur cet article-là que j'ai écrit en 2014. Et ça parle des immeubles qui sont trop chers, des immeubles qui ne sont pas rentables, de lecteurs qui me disent que c'est impossible de... Écoute, je n'ai rien changé dans l'article. J'ai l'impression que je l'ai écrit hier. Donc, vous irez lire ça juste pour vous démontrer que ce n'est pas d'hier nécessairement qu'on voit ces problématiques-là. Donc, aujourd'hui, vous allez voir, je n'ai pas beaucoup de diapos. J'ai celle-là, puis on saute tout de suite après dans l'analyse d'une propriété. Donc, on va voir aujourd'hui mon processus et je commente comme si j'étais toute seule derrière mon ordinateur en train d'analyser une propriété. Donc, mon processus habituel d'analyse préliminaire. Donc, je ne vais pas dans l'analyse détaillée. Donc, c'est vraiment une première analyse. Hein. Donc, est-ce que ça vaut la peine de creuser cet immeuble-là ou pas? Est-ce qu'il y a un potentiel? Ce que je vais prendre aujourd'hui peut-être 35-40 minutes pour faire, mais que quand on devient habitué, ça va nous prendre quelques minutes à faire et on va dire « Ah, j'appelle le courtier, je suis intéressé peut-être à aller creuser, à faire une offre d'achat, etc. » Donc, on part de Centris et je vais me poser des questions. Est-ce que la localisation elle est bonne ou pas? Rapidement, parce qu'on en a parlé dans les derniers jours. C'est quoi le potentiel d'augmentation des revenus et ou diminution des dépenses? Donc, on va l'analyser en direct. Est-ce qu'il y a un potentiel à faire avec cet immeuble-là? Est-ce qu'on peut l'agrandir? Est-ce qu'il y a un potentiel avec le terrain? On va retourner sur le rôle d'évaluation foncière. En fait, on n'était pas allé. On va y aller pour la première fois. Vous allez voir pourquoi je vais y aller. On va aller très rapidement au registre foncier du Québec pour voir à quel prix ça s'est vendu, cet immeuble-là, la dernière fois. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Donc, on était allé hier. Je retourne rapidement. Et on va donc faire une petite analyse financière très rapide. Puis, je vais aller aussi voir à quel prix se sont transigés dans la dernière année
les immeubles similaires à celui-là dans cette zone-là. Donc, est-ce que l'immeuble m'apparaît trop cher, pas assez cher? Donc, on va décortiquer ça ensemble dans les prochaines minutes. Donc, sans plus tarder, je vous emmène maintenant je vous emmène dans. Je vois les commentaires. Donc, Angélique qui dit bonjour. C'est écrit envoyé. Bon, j'ai peut-être pas fait la bonne chose. On s'en va en direct dans Centris. Donc, je vous emmène. Vous voyez tout mon écran maintenant. Donc, on est dans Centris et je vous emmène aujourd'hui dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal. Donc, arrondissement que j'aime bien. J'ai sélectionné commercial. Pour voir toutes les immeubles. Bon, il y a du commercial, il y a de l'industriel et il y a pas commercial, semi-commercial. Il va y avoir tous les immeubles locatifs également. Je pourrais amener à appliquer un filtre ici pour dire je veux voir les immeubles multifamiliales. Donc, dans l'arrondissement Ville-Marie, il y en a 98. Donc, ça, sur la rue Forelhomme, on les reconnaît bien, ceux qui connaissent le secteur. Et je vais vous emmener, ça fait un bout de temps que c'est à vendre, c'est à côté d'où j'habitais. Je vais vous emmener sur cet immeuble-là, moi qui ai accroché mon œil ce matin quand je l'ai vu, un quadruplex à vendre sur la rue Florian. Donc, c'est tout près de l'extrême est de l'arrondissement Ville-Marie, avant la voie ferrée pour être transférée à Hochelaga-Maisonneuve. 829 000, 47 500 de revenus. Donc, moi, je trouvais, quand j'ai vu ça ce matin, de dire « Ah! C'est quand même intéressant. » Donc, on va l'analyser dans les prochaines minutes, en fait, toute la session aujourd'hui. Donc, regardons, je commente l'affiche. Donc, on voit un bel immeuble de 3 étages. Il y a l'air d'avoir des belles caractéristiques. Donc, c'est en briques, des grands balcons en façade. Donc, il semble y avoir un appartement ici. Comme je vois 2 portes au 2e étage, il y a probablement un grand appartement ici au 2e étage. La 2e porte, elle est certainement pour se rendre jusqu'au 3e étage et il va y avoir deux appartements dans le haut. Donc, c'est assez typique du quartier. Donc, briques, pierres, planchers qui semblent avoir été rénovés. Des cuisines qui ont été modernisées. Les planchers, ce n'est pas les planchers d'origine, je pense. Donc, ça a été changé. Donc, on voit qu'il y a eu des travaux quand même à l'intérieur qui ont été faits dans cette propriété-là. La même chose avec les planchers. Ce n'est pas les planchers d'origine. Salle de bain rénovée. L'arrière a amélioré. Donc, on voit là que c'est quand même dégradé ici. La brique peut dégrader. Escalier en bois qui nécessite au minimum d'être peinturé. Et ça semble, c'est adossé sur un garage qui est en bloc de béton. Petite cour tout asphaltée. Donc, il y aurait certainement moyen d'optimiser ça. Une clôture qui n'est pas très jolie qui donne sur le voisin. Donc, je passe très rapidement, là, mais on voit quand même, là, donc les logements semblent quand même en très bonnes conditions à l'intérieur, du moins de ce qu'on peut voir. Donc, je pense que je reprends. Donc, ça, c'est probablement dans les 3,5. C'est typique du quartier. Ils ont fait un îlot. Donc, on voit ici que c'est tout à air ouverte. Là. Cuisine, c'est quand même bien. Une puits de lumière, probablement. Une douche en céramique, c'est exact. Souvent, j'ai posé la question dernièrement, est-ce que vous aimez plus un bain, plus une douche? Dans des 3,5 dans ce quartier-là, moi, le fait d'enlever le bain dans un 3,5, j'en ai d'un cas, c'est exactement le même cas. Moi, j'ai un immeuble similaire à celui-là avec un puits de lumière. Les gens n'ont aucun problème. C'est un 3,5, c'est des célibataires ou un couple où il n'y a pas de jeunes enfants là-dedans. Donc, pas de bain, c'est pas une problématique. Donc, je passe rapidement là, les photos, mais on voit quand même un bon potentiel. On va venir voir sur la carte où est-ce que c'est situé, donc dans l'est de Ville-Marie. Donc, on est vraiment là, juste pour vous positionner, je recule un tout petit peu, pardon. Donc, le métro, désolé. Le métro Frontenac, il est ici. Et l'immeuble, il est situé littéralement ici. Donc, il y a la rue Ontario. Et devant la rue Ontario, là, depuis une dizaine d'années, ça s'est tout construit, là, des nouveaux blocs, des nouveaux condos qui se sont construits. La rue Sherbrooke est ici. Donc, moi, j'ai des immeubles ici. J'ai des immeubles sur la rue Frontenac ici. J'ai habité ici sur Hochelaga, dans mon premier condo. Donc, c'est vraiment mon secteur là, que je connais vraiment très bien. Je vais venir voir, vous allez voir, une des premières choses que je fais tout le temps, je m'en viens voir l'immeuble avec, là, on voit les espèces de rues, là, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour apparaître ça comme ça. Je ne me suis pas mis sur la bonne rue, là. Donc, je veux continuer à creuser pour aller voir cet immeuble-là. Je veux voir le toit. Moi, j'aime bien voir le toit. Donc, on voit là, que ça semble très récent en arrière. On va être capable, c'est des condos qui sont neufs, là.
On voit tout de suite que c'est une couverture en gravier asphalte. Ce n'est pas toujours écrit dans les fiches, là. On va le voir tout à l'heure. Donc, ici, c'est une couverture en gravier asphalte. Donc, elle ne semble pas très jeune en apparence, selon moi, à moins qu'il l'ait refait faire en gravier asphalte. Mais j'en doute. Donc, si on voit des trucs gris comme ça, là, on sait que c'est des toitures en membrane élastomère. Mais ici, c'est une toiture qui est probablement un petit peu plus vieille. Je vais venir me positionner avec le petit bonhomme jaune devant l'immeuble. Donc, c'est cet immeuble-là. Donc, côté en briques, devant en briques. On regarde les fenêtres, là. Ça ne semble pas être des fenêtres très récentes, mais ce n'est pas des fenêtres d'origine. Donc, je dirais, je ne sais pas, fin des années 80 peut-être, là, début des années 90. Ces fenêtres-là, juste à voir le look, là, je me trompe peut-être. Je ne serais pas surpris que les rampes de balcon ne soient pas conformes. C'est assez typique dans le quartier. Donc, généralement, ils n'étaient pas assez hautes. Il faut les faire ajouter. Et donc, il y a des HLM, des habitations à loyer modique, juste à côté. Pardon. Des petites maisons typiques qu'on retrouve à Montréal qui sont maintenant, je pense, protégées. On ne peut plus. Il faut les garder. C'est patrimonial, apparemment. Donc, un bel immeuble de 3 étages. Moi, un point à surveiller dans cet immeuble-là, ce n'est pas tant l'immeuble, mais c'est le voisin. Un garage. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce garage-là? Okay, donc là, je n'ai pas l'information. J'ai tenté même de revenir dans le passé. Donc, quand on clique ici, là, je suis revenu dans le passé jusqu'en 2007. Des fois, quand on fait ça, on découvre, là, une fois, j'ai trouvé qu'il y avait un nettoyeur à sec à côté. Il faut faire attention. Et aller dans mon blog, j'ai un article tout récent sur ça. Danger, ça peut vraiment avoir tout contaminé le sol. Donc, moi, un garage à côté ou une ancienne station d'essence, peut être un drapeau jaune ou rouge, là. Donc, il faudrait essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a eu là. Donc, aller parler aux gens. Donc, est-ce que c'est un garage? Est-ce que le sol peut avoir été contaminé avec de l'huile, etc.? Donc, l'immeuble a peut-être déjà été chauffé au mazout. Mais ici, moi, j'ai clairement qu'est-ce qui s'est passé à côté dans ce garage-là? Est-ce que le sol peut avoir été contaminé? Donc, voilà pour ce qui est de ma petite commentaire là, sur le secteur. Beau secteur à côté du transport en commun, à peu près aussi proche du métro Frontenac, puis il y a peut-être 1 ou 2 minutes de plus à marcher pour se rendre au métro Préfontaine. Donc, quand même super bien situé, petit quartier tranquille. On va lire la petite description. Donc, découvrez ce magnifique... Je vais aller dans la fiche détaillée ici, là. Donc, découvrez ce magnifique quadruplex niché dans le quartier animé de Ville-Marie à Montréal. 2 logements 5,5 spacieux, dotés d'espaces à vie à air ouverte. Des unités de type 3,5, cette propriété offre un potentiel incroyable. Je n'ai pas de misère à le croire. Imaginez les possibilités infinies d'un grand sous-sol à aménager selon vos envies, blablabla. En plus, bénéficier d'un avantage pratique avec un garage pour faciliter le stationnement. Donc, il y a un garage à l'arrière. J'ai peut-être fermé les photos trop rapidement. Vous allez voir, je vais y retourner parce que moi, c'était quelque chose que j'ai bien aimé. On le voit ici, là. Il y a un garage qui donne dans la ruelle et le garage, moi, je vois tout de suite un potentiel de méga terrasse pour les gens du 5,5 au 2e étage. Donc, on aménage une belle cour pour les gens du rez-de-chaussée et on aménage une terrasse ici au 2e étage qui pourrait être partagée entre les 3, mais qui pourrait être, comme c'est un 5,5, les 5,5 ont un potentiel dans ce secteur-là de location assez intéressant. Si ce serait possible là, de faire peut-être une belle petite terrasse pour agrandir ces balcons qui sont généralement assez étroits quand même. Donc ici, voir plus. Donc là, je passe les petites caractéristiques de plancher, baignoire, etc. Et je vais me rendre dans la partie intéressante dans le bas. J'ai un mot qui m'a accroché ce matin, là. Bienvenue dans cette remarquable propriété située dans le prestigieux quartier de Ville-Marie. Je trouvais le mot un peu fort là, pour ce secteur-là, là, prestigieux. Là, je ne suis pas certain. Là. Il y a moi, il y a des gens qui ont habité longtemps dans le quartier qui me disent que ça s'appelle Trashy Centre-Sud. Je ne suis pas d'accord avec le mot trashy parce que j'habitais dedans, puis ça s'est quand même un peu gentrifié. Là. De là à dire que c'est prestigieux, c'est peut-être un peu poussé. Là. Descendons là, envers ce qui m'intéresse, c'est les prix des loyers. Donc, si on part du rez-de-chaussée ici, le 2075, il est loué présentement à 1390, mais dans à peine 2 semaines, il va être loué 1402. Donc, pour un 5,5, 1402. Donc, je vais me les écrire pour ne pas les oublier. Là. 1402, le deuxième 5,5, 1004.
à partir du 1er juillet. Et les deux 3,5, 859, 598. Donc, moi, j'ai vu ça tout de suite, là, et j'ai fait comme « Oh, oh! » Il y en a qui pourraient dire « Ah, vous allez voir, le total donne 46 600 » ou quelque chose comme ça, là. Donc, c'est peut-être pas très élevé. Donc, des 5,5 dans le quartier, moi, je le connais, mon quartier, là. Je viens de louer un 5,5 à 5 minutes à pied de là, sans stationnement, pas rénové aussi au goût du jour que celui qu'on vient de voir. Je l'ai loué 1950. Donc, juste pour vous donner une idée. Donc, moi, je pense que c'est pas loué assez cher. On va aller voir ce qui s'est passé puis c'est quoi le potentiel. Donc, tantôt, je vais aller confirmer mes doutes. Donc, admettons que vous ne connaissez pas le quartier, vous ne savez pas. Il y a des outils qui existent qui peuvent vous aider. Donc, je vais aller rapidement tantôt vous démontrer ça. Clairement, ici, un 3,5 à 598. Ce que ça me dit, la personne est là depuis vraiment très longtemps. Donc, probablement une personne âgée qui est là depuis vraiment, vraiment, là, je vous dirais au moins 20 ans. Okay? Donc, moi, quand j'ai acheté des immeubles dans le même quartier il y a 15 ans, mes 3,5 étaient loués 520, 530. Donc, de voir ça, ça me dit que la personne est là depuis vraiment très longtemps et que les propriétaires ont probablement fait des mini-augmentations depuis les 20 dernières années pour ces immeubles-là. Valeur locative du garage, 100 $ mensuellement au moins. Je pense que ça peut se louer même plus cher que ça dans le secteur. Le vendeur l'utilise actuellement. Donc, évaluation municipale, 801 000. Donc, moi, je regarde cet immeuble-là et je me suis tout de suite dit, pour connaître le secteur, quand je vous dis qu'il faut vraiment connaître votre secteur, moi, je me suis dit, ça vaut plus que ça. Donc, si je viens ici dans les galeries, là, et que je regarde ce qui est en vente dans le quartier, là, par exemple, là, il y en avait un ici qui est apparu il y a quelques jours. C'est vraiment à côté, c'est pratiquement un des voisins où j'ai un de mes blocs sur la rue Sherbrooke. Il y a plus de revenus, donc c'est à peu près similaire à ce que moi j'ai. Moi, j'ai, mettons, 66 000, là. Moi, je l'estimais à peu près entre 1 100 000. La banque disait 1 400 000. Moi, j'ai de la difficulté à y croire, là, mais on voit que ça se vend quand même beaucoup plus cher, mais il y a plus de revenus dans ce cas-ci. Donc, moi, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe avec cet immeuble-là? Est-ce qu'il y a des problèmes de structure, etc.? Donc, on va creuser. Bon, là, j'ai parlé au courtier, mais je ne l'ai peut-être pas reçu encore. Je devais recevoir là, la description là, de la déclaration du vendeur, la DV qu'on appelle, mais le courtier me disait qu'il n'y avait pas de souci là, connu là, de structure, etc. Donc, allons regarder. Donc, on a 46 000 de revenus. Donc, admettons que vous voulez l'acheter pour l'occuper. Admettons, vous dites, moi, je vais aller occuper un des deux 5,5. Et admettons qu'on prend que vous payez 829 000. 829 000 et vous mettez 20 de mise de fonds. Ça veut dire que vous allez avoir un prêt de 663 000 si vous l'achetez là, en votre nom personnel pour l'occuper. Donc, juste rapidement, on va aller dans Google et vous tapez calculatrice hypothécaire Desjardins. Moi, j'aime beaucoup leur outil. Donc, calculatrice hypothécaire Desjardins, vous allez arriver sur cet outil-là avec soit le prix de la maison, le solde du prêt. Donc, dans mon cas, je l'ai déjà calculé. Donc, c'était un prêt, j'ai dit 663 200. J'allais regarder les taux qui étaient offerts ce matin. Desjardins offrait un taux, je pense que c'est un spécial 39 mois qu'ils ont. Moi, je l'ai sur ma maison, ce taux-là, présentement. Donc, 5,09. Je l'ai mis sur 25 ans. Ça vous fait des paiements de 3 700 par mois. C'est quand même beaucoup. 3 715 fois 12. Ça veut dire 44 500 de paiements par année. Il faut ajouter à ça les taxes, les assurances. Donc, on voit qu'il y a 46 000 de revenus. Ça ne comble pas les dépenses de quelqu'un qui mettrait seulement 20 Mais continuons notre analyse. Ça, c'est typique. Hein? C'est typique à Montréal. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Moi, je le trouve très intéressant, cet immeuble-là. Donc, on va continuer rapidement. Donc, on s'en vient dans Google et on marque, par exemple, évaluation foncière Montréal. Donc, évaluation foncière, vous marquez selon n'importe quelle ville. Donc, évaluation foncière Montréal. On vient ici consulter le rôle foncier de la ville de Montréal pour voir les taxes municipales. Ils sont à peu près tous faits comme la même façon, les différentes villes. Donc, je vais venir consulter le site. Je cherche par adresse. J'espère que ça va fonctionner. Là, sinon, j'ai un petit plan B. On est sur la rue Florian. Sélectionne. Je ne suis pas un robot. Chercher.
Donc, on voit que c'est tout public. Hein? Donc, M. Zappa, qui a acheté cette propriété-là, inscription au rôle en 2005. Je vais regarder le numéro de lot ici. On était allé hier avec Info Lot, ceux qui étaient avec moi. Donc, je le copie. On va aller dans le registre foncier tout à l'heure, donc je le copie. Et 3 étages, 4 logements. Donc, ça semble conforme au moins sur le rôle par rapport à la description du courtier. Et on est capable de venir ici voir le compte de taxes municipales. Donc, je clique, je l'ouvre en PDF et je serai capable de voir. Donc, j'ai 4 678 de taxes. Okay, donc, 4 000, je vais l'écrire pour m'en rappeler tantôt. Là. 4 678 de taxes municipales en 2023. Je m'en viens à mon registre foncier. Donc, je vais entrer dans mon registre foncier. Donc, taper dans Google Registre foncier Québec. Moi, je rentre, j'ai un petit compte. Je vais venir consulter. J'ai des petits bugs depuis 2-3 jours là, à chaque fois que je vais y aller. Immeuble. Et quand j'arrive ici, je vais marquer numéro de lot. Je vais le copier. Je vais le coller, pardon. Je fais soumettre. Je vais payer mon petit 1 $ sur ma carte de crédit. Ça va me faire la même chose que ça m'a fait hier. Donc, il n'y aura aucune information à part, je pense, un refinancement. Et vous allez voir. Donc, il y a une hypothèque qui a été prise en 2013 de 400. Donc, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu un refinancement sur ça. Je ne vois pas son prix d'achat. Donc, je vais venir ici dans les anciens lots. Là. Je vais venir ici, je vais repayer mon dollar. Et là, on va voir que ce monsieur-là, en 2000, j'avais l'impression que c'était 2002, mais ça semble être 2005 selon le registre de la ville. Donc, en 2000, je descends dans le bas complètement. Donc, la dernière vente de ça, c'était 260 000 en 2005. Okay, donc, avec une hypothèque de ce montant-là. Donc, 260 000 que ça a été payé, ça fait longtemps que ce propriétaire-là a acheté cet immeuble-là. La question maintenant que je me demande, c'est, ça se vend combien des immeubles dans ce coin-là, des quadruplex comme ça? Donc, hier, on est venu dans l'outil qui s'appelait jlr.ca, JLR Solutions foncières. Moi, j'ai un compte ici. Et hier, on était venu dans l'outil de prospection pour faire sortir, par exemple, tous les immeubles en vente dans un secteur donné. Hier, on était dans recherche de transactions. Là, je vais venir dans... Désolé, je me mets... Hier, on était dans outils de prospection. Aujourd'hui, je vais venir dans recherche de transactions. Donc, je clique ici. Je vais venir dans Montréal. Là, je vais vite là, aujourd'hui, je sais. Là, c'est vraiment parce que je veux en donner le plus possible. Vous réécouterez ça. Donc, je viens Montréal. Je vais sélectionner l'arrondissement Ville-Marie. Moi, quel genre de document est-ce que je veux consulter au registre foncier parce que c'est associé au registre foncier? Je veux voir les ventes qu'il y a eu dans l'arrondissement de Ville-Marie. Je veux voir les ventes. Je vais remonter de 1 an en arrière, là, mettons jusqu'en avril 2022, jusqu'à maintenant. Quelle catégorie d'immeubles est-ce que je veux voir? Moi, je voudrais voir, par exemple, les 4 à 11 logements et je pourrais spécifier, je veux voir vraiment 4 à 4. Donc, minimum 4, maximum 5. On pourrait regarder les triplex, les 5 logements. Là également, je vais juste vous faire une démonstration. Je ne suis pas certain que je suis convaincu de... J'ai fait le test là, ce matin, donc je ne suis pas certain que ça sort exactement ce que je veux. Donc, je vois toutes les transactions qui ont été faites de quadruplex depuis 14 mois dans l'arrondissement. Il y en a eu 17 ici. Donc, je vais essayer de regarder juste avec les noms de rues là, pour essayer de voir. On voit des petites photos. Là. Donc, la rue Folhomme, je vais la prendre, ce n'est pas tellement loin. Panay, c'est dans le village gay, c'est un petit peu trop loin. Rue Chapelot, ce n'est pas le même genre d'immeuble. Rue Folhomme, je vais la prendre, la rue Folhomme. Boulevard de Maisonneuve-Ouest, c'est pas tellement loin. Frontenac, ça ne semble pas du tout être le même genre d'immeuble. C'est un 2 étages, mais je vais le prendre quand même, juste par curiosité. La rue Cartier, c'est un peu trop loin. Oui, rue Huertel, ça, c'est probablement le meilleur comparable. Okay, donc ici, c'est vraiment la rue d'à côté. Pourquoi je ne suis pas capable de cocher dessus? Il semble avoir 3 étages. Donc, probablement que la rue Huertel, ça a été vendu le 23 novembre 2022. Très similaire. La rue Shepherd, ah non, c'est des immeubles peut-être un petit peu plus prestigieux là, sur la rue. Et je vais venir chercher 3 étages, rue Ontario-Est, c'est carrément à côté. Là. Je vais cocher sur suivant. Là, ça me dit que il va me rester, bon, moi j'ai un nombre de points que je peux utiliser. Là.
Et voilà, donc ça me sort, et ici j'en avais coché 5. Je vois déjà les prix. Donc là, je pourrais toutes les cocher dans mon cas, là, et je vais me créer un petit rapport d'impression qui va être téléchargé en PDF. Donc, je l'ouvre à l'instant. Donc voilà. Donc là, on est sur la rue Folhomme. 3 étages. Ça s'est vendu 875 000. Ici. Donc là, on n'a pas les revenus de ces immeubles-là. Il faudrait avoir les fiches des courtiers. Donc ici, on a juste les prix des transactions. Sur la rue Folhomme, 850 000. Ici, c'est, hey boy, OK, c'est pas le même genre d'immeuble. 1 175 000. La rue Wortel, 1 137 000. Moi, j'avais dit que c'était probablement le meilleur comparable. 1 137 000, quand même. Évaluation, 540 000. Ça a été vendu, ça. Où est ma date? Où est ma date? Ça a été notarié au mois de novembre. Okay, donc, je trouve que c'est un bon comparable pour cet immeuble. Mais on ne sait pas, on n'a pas l'information. Peut-être que les revenus étaient beaucoup plus élevés que la propriété qu'on est en train de regarder. Peut-être qu'il avait été complètement rénové, toit neuf, etc. Rue Ontario-Est, quadruplex vendu il y a 1 mois ou 2 mois à peine. Là. 1 65 000 sur la rue Ontario-Est. Okay, c'est pas super. Là. Je ne suis pas certain que je voudrais habiter sur la rue Ontario-Est. Donc, j'ai 2 comparables vraiment à proximité qui se sont vendus plus que 1 million de dollars. Information qui peut être pertinente selon moi. Là. Mais c'est sûr qu'on en regarde d'autres dans le quartier qui se sont vendus. Ici, là, je trouve ça spécial. 850 000 pour un immeuble sur un coin de rue, grand logement. Je ne sais pas. C'est peut-être, je ne sais pas. Okay, donc, je les trouve pas chers, honnêtement, là, mais je trouve que mes 2 comparables dans le bas sont vraiment intéressants. Donc, moi, ça me sonne une cloche. Okay? Donc, je me dis, il y a quelque chose à faire avec ça. Maintenant, je vous emmène dans un autre outil qu'on appelle Ziplex. Je ne pense pas qu'on était allé encore. Donc, Ziplex, donc zipplex.ca pour voir le potentiel des revenus dans cette zone-là. Okay, donc, Zip pour code postal, Plex pour Plex, là, pour immeuble locatif. Donc, moi, je vais me connecter. Moi, j'ai un abonnement mensuel depuis de nombreuses années à cet outil-là. J'en fais la promotion tout le temps. Là, ça ne me donne rien. C'est vraiment même un ami qui a démarré ça. Outil super convivial, c'est pour le Québec seulement. Donc, ceux qui m'écoutent d'ailleurs au Québec, je ne pense pas que ça fonctionne encore. Là. Je ne suis pas sûr qu'ils vont aller à l'extérieur du Québec. Donc, on voit la carte du Québec. Et moi, ce que je vais marquer l'adresse. Donc, 2075 rue Florian à Montréal. Il vient me marquer le code postal qui est donc autour de cette rue-là. Moi, je trouve que la zone de recherche ici, ici, Ziplex, ça ne va pas me sortir les immeubles vendus. Ça va me sortir le prix moyen et médian des logements 3,5, 4,5, 5,5 dans le secteur, basé sur ce qui a été publié sur le web, par exemple. Je ne sais pas exactement c'est quoi leur source, là, donc j'imagine les packs, Kijiji, etc. Je ne sais pas s'ils sont capables d'aller chercher dans le marketplace, mais ils vont aller regarder les annonces, puis ils viennent se constituer une base de données. Donc, moi, je n'aime pas ici, c'est trop restreint, je pense, par rapport au quartier. Donc, je vais faire une recherche manuelle. Je vais venir utiliser, là, moi, j'utilise toujours le polygone, qui c'est moi qui veux déterminer. Donc, je veux carrément choisir, je clique ici et je vais tracer l'est de Ville-Marie. Là. Toc. Tiens, mettons ici et je vais boucler la boucle. Ici, donc, je viens de me créer un polygone. Il y a quand même pas mal de logements là-dedans, là, il y en a des milliers. Donc, je clique sur « Rechercher » et je vais dire « Accéder aux résultats ». Ici, rappelez-vous, on avait des 3,5. Les deux 3,5 étaient loués 859 et 598. Donc, si je commence, donc je pourrais y aller par catégorie. Donc, je vais y aller là, par les 3,5. Donc, je clique sur les 3,5 et je vois la moyenne dans le secteur, ce qui a été mis en location dans le passé, donc 868 $. La moyenne supérieure est à 1106 et la moyenne inférieure, où est la moyenne inférieure? La moyenne inférieure, 630. J'y crois pas. Là. Quelqu'un qui met ça à louer à ce prix-là, c'est pas ce qu'il fait. Là. Moi, présentement, je connais mon secteur. Mes 3,5 que j'ai mis en location et que j'ai loué il y a quelques mois, je les ai loués à 1075 $. Okay, donc, je suis près de la moyenne supérieure ici.
Et je dois vous dire qu'avec les photos qu'on a vues, moi, c'est un immeuble rénové comme ça, avec douche en céramique, avec puits de lumière, avec cuisine refait, à air ouvert. Donc, salon, moi, c'est salon-chambre qui sont ouverts. Donc, ça se loue, là, je vous dirais, en haut de 1 000 maintenant. Donc, eux, ils sont loués 859 et 598. Donc, il y a un potentiel, là. Donc, si je prends, mettons, la moyenne ici supérieure, là, donc de 1000, mettons, j'arrondis à 1100. Et je vais venir voir le 5,5. 5,5, la moyenne, elle est de 1342. Nous, il est loué, il y en a un à 1004 et l'autre à 1402. Ici, la moyenne, 1342. La moyenne supérieure, 1764. Et je vous dis, moi, je ne louerais jamais ça à ce prix-là. Un 5,5 rénové dans le secteur, c'est sûr que ça vaut plus que ça. Donc, on va descendre encore, là. Et si vous regardez dans les derniers mois depuis 2022, là, la ligne, je vais prendre la médiane, là. Médiane ou moyenne, là, vous pouvez regarder, les courbes sont quand même assez proches, là. Donc, si j'enlève la moyenne, je prends juste la médiane pour les 5,5. Depuis quelques mois, donc chacune des petites lignes bleues que vous voyez à la verticale, c'est le nombre de logements qu'il y a eu annoncé, là. Et on voit ici que ça se loue, là. Il y a vraiment eu une augmentation. Donc, on est rendu là, en haut de 1800. Là. On voit 1200, 1900, de 1900 à 2000 à peu près. C'est ce qu'on voit. Donc, si je me mets ici, là, moi, je suis là. J'ai probablement mes annonces qui apparaissent ici, là, moi-même, que j'ai loué à 1975. Donc, admettons qu'on y va avec la moyenne ici de Ziplex là, à 1764. Là. Moi, je vous le dis, ça vaut plus que ça. Okay, donc, juste en termes de plus-value, il y a quelque chose à aller chercher ici. Là. Donc, si je reviens dans mon petit truc, puis je fais juste. Il y avait 46 000 de revenus à peu près. Là. On avait 46 600, je pense, de revenus présentement. Et d'ailleurs, la fiche parle de 47 000, mais quand on additionne ce qui est donné par le courtier, ça ne marche pas, le 47 000. Il faudrait valider ça avec le courtier. Donc, si je prends là, la moyenne des Ziplex pour les deux, 5,5, 1764, 1764, j'ajoute 1100 pour les deux, 3,5. Ça me donne un revenu mensuel potentiel de 5 728 fois 12 mois, 68 736. Moi, ce matin, quand j'ai fait l'exercice, je n'avais pas fait de Ziplex, là, je viens de le voir en direct avec vous. Moi, j'avais mis mon 1950 pour les deux 5,5 comme potentiel et j'arrivais donc à un revenu potentiel de cet immeuble-là à moyen terme, hein, parce que ce n'est pas dans la prochaine année, ils sont loués là, pour la prochaine année, mais moi, je sais qu'on a un potentiel d'aller chercher 72 000 de revenus avec cet immeuble-là si on loue les 5,5 à la valeur marchande. Est-ce que c'est possible de le faire facilement? Non. Pourquoi? Parce que probablement qu'il y en a un à 598. Probablement qu'il ne se retrouvera jamais un logement similaire dans le même quartier. Donc, à moins de négocier puis de lui donner une somme d'argent substantielle pour qu'il quitte, probablement qu'il ne voudra pas quitter. Et celui qui a un 5,5 à 1004, je ne sais pas. Okay, je n'ai pas les informations des baux, mais je suspecte que ça fasse quand même un bon moment que la personne soit là parce que un 5,5, moi, j'ai acheté mon immeuble, c'est un 5,5 où j'habitais et en 2009, il était déjà loué 1130. Donc, 1004 pour un 5,5, c'est le prix d'il y a 16-17 ans. Donc, dans le quartier. Donc, c'est vraiment pas les bons prix. Donc, ça doit faire longtemps. Donc, il y a probablement 2 personnes qui sont là depuis très longtemps. Et c'est pas si grave pour le propriétaire actuel. Pourquoi? Ben, il a payé son immeuble 265 000 en 2005. Donc, lui, il n'y a pas un montant d'hypothèque extrêmement élevé nécessairement. On va aller maintenant dans un petit outil que j'utilise. Moi, c'est un outil que j'utilise pour le calcul de mes semis commerciaux, là, mais aujourd'hui, je vais rapidement là-dedans. J'ai un outil qui est beaucoup plus élaboré que ça, que je vais vous donner tout à l'heure, avant qu'on termine. Là, je vais vous donner le lien pour ceux qui ne l'ont pas encore obtenu. Je vais vous donner le lien. Mais là, j'en ai un facile ici, rapide, là, pour faire un petit calcul plus rapide, là, un peu plus une technique presque napkin qu'on appelle. Donc, je l'ai déjà pré-rempli. Donc, Florian, il y a 4 logements. J'ai marqué comme quoi on payait le prix demandé, donc 825 000. J'ai marqué les revenus, donc 46 356, c'est les revenus actuels de la propriété.
J'ai mis 5 de taux de vacances. Donc, il y a toujours des locataires qui s'en vont, qui déménagent. Comme moi, je refais une salle de bain. Mais j'ai 2 mois là, où j'avais laissé les locataires partir plus tôt. Les autres arrivent en fin de semaine. Donc, il y a toujours un petit peu de vacances. Donc, j'ai mis 5 des mauvaises créances. Donc, on pourrait aller à 3, à 4, là, mais mettons 5 pour être raisonnable. J'ignore les chiffres ici là, de tout ce qui est commercial. C'est quand j'ai un commerce également. Là. Donc, il n'y a rien pour le moment. Les taxes municipales de cet immeuble-là, 4 678, c'est le chiffre qu'on avait. J'ai estimé les taxes scolaires. Ce n'était pas écrit, je pense, dans la fiche du courtier. Ça doit être 690, 700. J'ai mis 750 pour être sûr. Assurance de l'immeuble, je l'ai estimé basé sur ma connaissance du secteur. Donc, on pourrait voir dans la fiche détaillée du courtier que je n'ai pas encore obtenue, là. Mais basé sur mon immeuble dans le coin, ça pourrait être, mettons, autour de 3 000. Okay, donc, j'ai mis 2008, là, mais c'est peut-être un petit peu plus élevé. J'ai mis un peu d'entretien, donc j'ai calculé un peu, j'ai comme harmonisé mes dépenses, donc ça s'est calculé automatiquement. Là. Moi, j'ai 4 appartements et 550 de rénovation par année par logement, donc ça fait 2200. C'est un peu comme ça que les banques et la SCHL vont le faire. J'ai mis des frais de gestion. Donc, admettons que la personne l'achète, le fait gérer. Donc, il y a tout le temps des frais de comptable, des frais de ci, etc. Donc, je l'ai mis, là, moi, comme si j'allais le faire financer au commercial, mais quelqu'un qui l'achèterait pour l'occuper lui-même, vous n'auriez pas là, ces petits frais-là nécessairement à mettre. J'ai mis des frais de concierge, comme si encore c'est un financement commercial. Donc, je n'ai pas été trop optimiste dans mon truc. Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas trop optimiste. Donc, on arriverait avec des dépenses harmonisées de 15 000 en plus de l'hypothèque actuelle. Rappelez-vous, tantôt, là, j'avais calculé, je pense qu'on avait pour 43 000 d'hypothèque. Okay, donc, à payer, là, si jamais on met uniquement 20 de mise de fonds. Donc, 43 000 plus j'ai des dépenses de 800, mettons 15 800. Donc, j'aurais à peu près 59 000 de dépenses sur cet immeuble-là avec une hypothèque, avec une mise de fonds minimale de 20 mais on a juste 46 000 de revenus. Donc, l'équation ne semble pas fonctionner. Ce qui est tout à fait normal depuis plusieurs années, même avant la COVID, c'était déjà comme ça dans beaucoup d'immeubles à Montréal. Donc, on a des revenus nets ici. Donc, je prends mes revenus de 46 000, j'enlève mes dépenses. Ça me donne des revenus nets, donc harmonisés de 30 500 $. Je prends pour acquis ici que la personne va le financer, par exemple, en son nom personnel, puis elle veut aller l'habiter, etc. Donc, je passe le détail rapidement aujourd'hui. J'appelle ça mon ratio de couverture de dette. Je l'ai mis à 1.0. Moi, si j'achète un quadruplex, un triplex, je vais me faire financer même au commercial avec des jardins, par exemple. Pour un quadruplex, ça va être 1.0 le ratio de couverture de dette. Donc, c'est-à-dire que mes dépenses, mes revenus nets que j'ai peuvent servir à couvrir 100 de ma dette. Il y a un petit calcul inversé qui est fait dans mon fichier. Là. Ça me dit que la dette maximum pour arriver avec un cash flow de zéro ici serait de seulement 2 500 $ par mois. Faites x 12, ça fait 25, ça fait 30 000. Moi, je le sais, on a 43 000 tantôt, donc ça ne marchait pas. Là. Donc, on sait ici probablement que la personne va devoir injecter plus, à moins qu'elle ait un grand salaire personnel et qu'elle soit capable d'absorber cette perte-là, il va falloir qu'elle mette plus que 20 de mise de fonds. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise affaire. Donc, admettons que moi, je suis un investisseur qui achète purement pour l'investissement. Je suis en financement commercial. Avec les chiffres que j'ai donnés ici, le prêt que j'obtiendrais là, avec ma banque, ça serait environ 432 000. Il faut que je mette 50 de mise de fonds. Ça semble élevé. Donc, probablement quelqu'un qui l'achèterait en son nom personnel et qui a déjà des bons revenus serait probablement capable d'avoir un prêt plus élevé que ça, donc avec peut-être 80 du prix payé, en sachant qu'il va falloir qu'il sorte de l'argent peut-être de ses poches. Si c'est pour aller l'occuper et que ça lui coûte 2 000 par mois de ses poches, ben, c'est un peu l'équivalent de s'il payait un loyer ailleurs pour avoir un 5,5 finalement, avec une optimisation possible. Donc, ce n'est pas nécessairement une mauvaise affaire. Maintenant, mettons que je refais le même scénario rapidement, là, je ne rentre pas dans des analyses exhaustives, là, et qu'on sait qu'admettons qu'on va être capable d'augmenter les loyers. On fait des négociations, peut-être que c'est une personne très âgée, que dans 2, 3, 4 ans, elle ne sera plus là. Donc, admettons que j'emmène cet immeuble-là à son maximum de ce que moi, j'avais calculé ce matin, 72 000 de revenus. Elle ajuste automatiquement certains des éléments, là. Il y a peut-être les assurances. Admettons que ça me coûte un peu plus cher d'assurance parce que l'immeuble va valoir plus cher.
Mon entretien, l'immeuble a quand même l'air bien, il n'y a pas trop d'entretien. Peut-être les fenêtres à changer. Donc, généralement, ça, c'est sous-estimé, là, mais c'est le chiffre que les banques vont utiliser. Je serais capable d'aller chercher un financement à peu près de 750 000. Donc, moi, en financement commercial. Donc, après un refinancement, par exemple. Donc, ma valeur va monter, probablement, si j'augmente mes revenus. Mon ratio de couverture de dette, je le garde le même. Donc, je serais capable d'aller chercher un refinancement plus élevé après avoir optimisé mes revenus. Si je le paye 829 000, puis que dans 2, 3, 4 ans, oui, j'ai peut-être dépensé un peu d'argent à tous les mois de plus pour avoir cet immeuble-là, mais en sachant, si c'est possible d'augmenter les revenus, que je vais être capable d'aller récupérer une bonne partie de ma mise de fonds. Donc, admettons que j'avais mis 300 000 de mise de fonds et que je vais aller maintenant faire un refinancement et que je remonte ma dette à 750 000, il me reste là entre 750 000 et 829 000 d'équité qui reste coincée dans cet immeuble-là. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise affaire. Donc, dans mon cas, cet immeuble-là, pour quelqu'un, évidemment, ça prend des fonds, là. Ça prend des fonds parce que la mise de fonds, elle est assez importante. Mais hier, je pense qu'ils nous écoutent, je ne vais pas vous nommer, donc j'étais en coaching privé avec 2 personnes, 2 investisseurs dans ce quartier-là, qui me racontaient qu'en 2020, je me permets, si vous me permettez de le dire, là, je ne vais pas donner les détails pour ne pas vous identifier, mais ils ont acheté un quadruplex dans le secteur en 2021 pour 850 ou 860 000 qu'ils m'ont dit hier. L'immeuble qu'ils m'ont montré, je ne croyais pas ça qu'ils l'avaient payé 850 000. C'est un immeuble qui, tant qu'à moi, valait en 2021 là, 1 100 000. Donc, c'est une personne qui voulait se débarrasser de son immeuble. C'est un immeuble qui était commercial, qui a été transformé en immeuble résidentiel. En fait, c'était la location court terme qui se faisait. Ils l'ont remis en location long terme avec des baux extrêmement bas. Les nouveaux propriétaires sont arrivés, ont acheté, ont négocié le départ des locataires et maintenant, cet immeuble-là est en méga cash flow positif pour aller là-bas. En fait, un peu de cash flow positif parce que la dette, elle est plus élevée. Là. C'est toujours possible. Donc, ils ont été peut-être négatifs dans les premiers temps et maintenant, ils vont être en cash flow positif. Donc, c'est toujours possible. Donc, mais c'est sûr que dans certains cas, ça prend des mises de fonds qui sont plus importantes. Mais ce qu'on vient de voir aujourd'hui, là, c'est un immeuble typique des grandes villes et même depuis 2 ans, des petites villes, donc des immeubles qui, pour l'acheter, il y a un potentiel super intéressant, mais pour l'acheter, pourquoi ça prend une mise de fonds si élevée? Mais c'est à cause des taux d'intérêt qui ont monté. Est-ce que cet immeuble-là vaut moins cher? Peut-être que les prix se sont un peu ajustés à la baisse depuis 1 an, depuis la montée, mais ça reste que des plex dans ce secteur-là, il ne s'en construit plus. Si les gens veulent habiter proche d'un métro, ici, on n'est pas dans un 12 logements là, qui va se transiger sur une valeur purement mathématique. C'est carrément l'offre et la demande. Hein. Donc, tout ce qui est duplex, triplex, quadruplex, 5 logements, 4 logements, 5 logements, ça se transige beaucoup sur, et même les 6 logements, ça se transige beaucoup sur la valeur des immeubles similaires vendus dans le quartier. Donc, on est allé en voir tantôt. J'en ai trouvé 2 similaires dans le quartier qui s'étaient vendus en haut d'1 million de dollars. Donc là, ici, ils vendent 829 000. La difficulté, c'est que malheureusement, pour les plus débutants, ça va demander soit de mettre une énorme mise de fonds ou d'y aller avec des partenaires qui vont être capables d'injecter la mise de fonds avec eux, le temps de faire cette optimisation. Et ne soyez pas trop optimistes. C'est toujours beau sur les réseaux sociaux de faire de l'optimisation, de faire du cash for key, de payer des locataires pour qu'ils partent. C'est pas si facile que ça. Okay? C'est pas tous les locataires, croyez-moi. Nous, on a déjà fait des négociations, puis ça s'est pas bien passé. En fait, ça s'est super bien passé la négociation, mais après coup, ils ont changé d'idée, ils nous ont amenés au tribunal, puis le tribunal a annulé nos résiliations de bail, malgré le fait qu'on n'avait rien à se reprocher. Le tribunal disait qu'on n'avait pas laissé assez de temps pour réfléchir aux locataires. Okay? Donc, il disait qu'on était la partie forte, qu'eux, c'était la partie faible. Donc, c'est pas toujours. Donc, c'est pas parce que vous avez un papier signé, contrairement à ce que j'ai vu encore dernièrement sur un groupe Facebook, de dire dès que c'est signé, c'est fini, c'est. Non. Je peux vous dire qu'un juge peut vous défaire ça s'il pense que vous avez la partie forte, la partie faible, ils n'ont pas eu le temps d'aller négocier. Pourtant, nous, on ne l'avait même pas. Ils auraient très bien pu nous dire laisse-moi réfléchir plus longtemps, mais ils ont signé la journée même. Donc, faites attention, ce n'est pas nécessairement toujours facile, mais
il y a toujours une rotation de locataires. Donc, il y a des gens qui vont se séparer. Moi, il y a des locataires, parfois, je me dis, ils vont rester chez nous ad vitam aeternam. Ils payent tellement pas cher. Et, oups, ils déménagent de région, ils s'en vont rejoindre leur famille, ils se font des conjoints, ils se séparent, ils sont réaffectés dans une autre. Et donc, il y a tout le temps des gens, j'en ai qui payent vraiment pas cher présentement dans certains logements, mais ils ont 94 ans. Je ne veux pas les mettre dehors, là. Je ne veux même pas négocier leur départ. La probabilité que d'ici 2 ans, ils ne soient plus là, elle est très forte, là. Donc, à moins qu'il y ait une santé de fer, mais généralement, à cet âge-là, les gens finissent par aller en maison de retraite pour personnes âgées, etc. Donc, il y a toujours plein de cas qui fait qu'il y a des rotations. Donc, généralement, à l'intérieur des 3 à 5 prochaines années, il devrait y avoir une rotation de locataires qui se fait quand même dans ce secteur-là. Donc là, je ne suis pas allé dans une analyse financière détaillée. D'ailleurs, je vais vous mettre en commentaire, que ça apparaît là, à l'instant, comme je vous parle. Donc, je viens de le mettre, vous allez voir mon nom. Ça dit pour avoir mon calculateur plus élaboré, cliquez sur le lien là, Sherpa Immobilier, / calculateur opt-in. Il y en a beaucoup, ceux qui sont déjà dans le groupe, vous l'avez reçu parce que maintenant, depuis une semaine, là, tous les nouveaux inscrits l'ont reçu. Les autres, ben, le système va vous l'envoyer automatiquement. Donc, c'est un système beaucoup plus élaboré que ce qu'on vient de voir. Là, je n'avais pas le temps de passer à travers, mais moi, je ne l'utilise pas tout le temps de façon très détaillée. Là, c'était une première analyse pour dire. Moi, personnellement, cet immeuble-là, je le trouve intéressant. Je le trouve intéressant parce que je sais qu'il y a une plus-value carrément à aller chercher sur la valeur de cette propriété-là. Et on est capable de l'emmener ailleurs en termes de revenus. En termes de dépenses ici, là, rapidement, on n'a pas mis notre emphase sur ça, mais je pense que c'était probablement tout le chauffage aux locataires. Je ne peux pas vraiment optimiser mes taxes. Et la seule autre dépense qu'on a, c'est nos taxes d'assurance. Ici, on ne connaît pas la taxe d'assurance réelle, mais moi, j'ai mis ce que je pensais qui était juste. Donc, on pourrait mettre l'Internet. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire. Donc, c'est un immeuble qui est intéressant, mais le défi, c'est la mise de fonds pour faire cette acquisition-là. Le défi du jour je respecte mon temps aujourd'hui. Donc, je vous demande de prendre une fiche dans votre secteur et faites une analyse un peu comme je viens de le faire. Okay, donc, vous pouvez aller même sur Ziplex. Je pense qu'il y a un essai également gratuit sur Ziplex. Donc, faites analyser sommairement, juste analyser la fiche du courtier. Demandez une fiche à un courtier. Demandez-lui la fiche détaillée PDF. Des fois, il nous envoie l'espèce de fiche qu'on a vue là, tout de suite quand il sort sur Centris. Et souvent, il n'y a pas toutes les informations sur le prix de chacun des logements. Donc, écrivez au courtier, comme j'ai fait moi ce matin, et demandez la fiche détaillée PDF. Bon, je ne l'ai pas reçue, là, je voulais vous la montrer. Et vous allez voir toutes les informations. Des fois, c'est très détaillé. Donc, vous pourriez aller voir, par exemple, là, sur le courtier pmml.ca. C'est probablement ceux au Québec qui ont les fiches les plus détaillées avec les coûts très bien détaillés. Ils font des vérifications. Ils vont même harmoniser les dépenses. Donc, vous pouvez aller voir n'importe quelle fiche dans votre secteur qui vous intéresse. Demandez au courtier. Vous allez peut-être le recevoir plus tard aujourd'hui ou demain matin. Et faites une analyse préliminaire. Donc, tout ce que j'ai fait, vous allez chercher les taxes municipales. Aller sur le registre foncier. Aller, un autre petit truc, tiens, que je vais vous donner, un petit bonus supplémentaire avant qu'on se laisse aujourd'hui. Si vous venez maintenant dans Facebook, là, vous allez voir mon compte Facebook qui va apparaître. Là. Venez dans Marketplace. Et quand vous venez dans Marketplace, dans Propriété à louer, maintenant, donc vous pouvez faire votre recherche, là, donc dans Propriété à louer. Donc moi, vous voyez, maintenant, c'est Joliette qu'on voit ici. Et on est capable de voir quelles sont les propriétés qui sont allouées dans le secteur. Ça, c'est présentement, ce n'est pas tout l'historique comme dans Ziplex, mais ici, par exemple, je pourrais dire, bon, mais dans mon secteur, pourquoi je ne suis pas capable de le faire apparaître? Là? Oups, j'étais peut-être trop zoomé, mais on est capable de voir. Donc, c'est quoi cet immeuble-là? Ah, c'est 2 chambres à coucher, donc 2 lits, etc. Donc, je suis capable moi, comme par exemple, quand j'ai voulu mettre mon immeuble à 1950 à Montréal, je me suis inspiré de ce qui était présentement en location sur Marketplace. Donc, j'allais regarder dans Ziplex, mais je viens aussi regarder, comme ça, ici, 2100. C'est quand même surprenant. Bon, c'est un immeuble commercial, etc. Donc, un 4,5, 1002. On est capable de voir ce qui se transige présentement dans ce secteur-là. Donc, votre défi du jour, donc, analysez sommairement une fiche descriptive d'un immeuble, un plex, un multilogement, présentement en vente, et mettez sous la vidéo du jour 3 dans le groupe Facebook
Sherpa Immobilier. Donc, mettez une petite synthèse de votre analyse de cet immeuble-là et mettez le lien vers l'annonce également du courtier. Donc, ça pourrait être du proprio. Hein, des fois, il y en a à vendre dans du proprio où il y a tous les détails qui sont donnés également. Donc, c'est mon petit défi pour la 3e journée. Donc, merci beaucoup. Et je vois qu'il y a des gens qui ont mis des commentaires depuis tout à l'heure. Je n'ai pas encore eu le temps de lire vos commentaires. Je vais les regarder tout de suite après. Donc, on va se retrouver demain pour notre 4e journée de ce bootcamp-là. On va demain parler d'offres d'achat. Donc, comment faire une offre d'achat, le faire avec courtier, pas avec courtier. Je vais vous donner des petits trucs quand on le fait directement, donc sans l'aide d'un courtier, avec vos propres modèles. Donc, on va toucher à ça demain. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas, ceux qui le voient en replay, j'ai vu les statistiques hier, vous êtes des centaines à le regarder en replay. Donc, n'hésitez pas à revenir dans le groupe Sherpa Immobilier et à faire votre petit défi pour la première journée, la 2e journée, la 3e journée, pour avoir la chance de gagner mon petit prix, donc d'1 heure de consultation pour faire ce que vous voulez. Ça pourrait être d'analyser une fiche avec vous, ça pourrait être de parler stratégie. Donc, c'est vraiment 1 heure de consultation pour répondre à vos questions. Donc, admettons, au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, Angélique, donc tu me demandes, donc contamination parce que c'est un garage. Ben, écoute, je ne le sais pas, hein. Donc, tantôt, là, quand on a analysé cet immeuble-là, moi, il y a un garage à côté. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le garage? Tu sais, on remonte à il y a des dizaines d'années, là, peut-être que les gens étaient moins consciencieux et quand il y avait des vidanges d'huile, par exemple, dans un garage, quand on change d'huile dans un véhicule, est-ce qu'ils ont bien entreposé ça? Souvent, non. Ça coule à terre, ça s'infile dans une craque dans le béton, ça s'en va en dessous du sol. Oups, ça navigue un peu dans le sol, dans l'eau, et ça peut contaminer un immeuble voisin. On ne veut surtout pas avoir un immeuble avec un sol contaminé. Les banques l'exigent, je pense, à partir d'un 7 logements et plus, ou d'un 8 logements et plus, là, je ne me rappelle plus. Moi, je suis en train de faire ça pour 2 quadruplex collés. Je veux les financer comme étant un 8 logements. Je dois faire des évaluations environnementales. Donc, dans certains cas, les banques l'exigent, des fois pas. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas exigé qu'il ne faut pas s'informer. Parce qu'imaginez-vous que la réglementation dans 10 ans change et que vous avez un sol contaminé au mazout, et ça peut vous coûter cher. Ça peut vous coûter vraiment cher. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui t'a répondu. Quelqu'un qui dit « Dommage, nous n'avons pas les revenus. » Très important comme info. Je les avais dans la fiche, donc je ne sais pas si vous parlez de la même fiche, donc, mais dans la fiche détaillée que moi, j'ai eu accès sur Centris, là, 1402, 1004, 859 et 598. Donc, à valider avec le courtier parce que la somme de ces 4-là annuellement ne donne pas le chiffre qui est inscrit comme revenu potentiel de 47 000. Donc, il y a quelque chose qui cloche, là. Donc, Angélique, merci de ta participation active. Les locataires des 5,5 sont sûrement des familles. Oui et non, pas nécessairement. Donc, moi, ça fait 15 ans que je loue des 5,5 dans ce secteur-là et je loue tout le temps à des étudiants. C'est souvent eux qui viennent visiter. Donc, j'ai des couples. Là, présentement, je viens de louer à une jeune famille. C'est des Français qui travaillent ici. Donc, ils viennent d'avoir un bébé. Mais avant, j'étais tout le temps loué à soit des jeunes professionnels ou à des étudiants qui se mettent à 3 parce que c'est quand même cher, là, 2 000 $ par mois. Là. Donc, ils se mettent à 3, ça leur revient à peu près à 600 quelques dollars par chambre, plus l'électricité, plus l'Internet. Puis, ils ont accès à la cour, ils ont accès à 2 balcons dans mon cas. Donc, ils ont moins tendance à déménager, donc tu ne peux pas faire une grosse augmentation, sauf si le kit, effectivement. Donc, de toute façon, tant que le locataire est là, généralement, ils peuvent contester nos augmentations de loyer. Donc, généralement, moi, les grosses augmentations qu'on fait, c'est au départ des locataires, hein, de façon générale. Donc, ici, quand vous voyez ça, là, c'est parce que les gens n'ont pas autorisé StreamYard, le petit lien que vous avez juste en haut là, de ce lien-là. Donc, vaut-il mieux mettre plus de mise de fonds, même si les pertes et les intérêts sont déductibles? Ça dépend. Donc, hier, j'avais la discussion avec des investisseurs qui, eux, disaient « c'est pas si grave que ça si on a des pertes. On paye tellement d'impôts annuellement de par leur salaire que ça ne leur dérangeait pas temporairement, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, d'avoir, par exemple, des immeubles où il y avait des pertes. Le temps qu'ils fassent les optimisations, les rénovations. Donc, ça va dépendre de votre situation de départ, de votre mise de fonds de départ. Donc, c'est sûr que si on met une plus petite mise de fonds, mais qu'on a des pertes de 15 000 $ pendant 3 ans,
ben, c'est comme si votre mise de fonds devenait plus importante. C'est vous la répartissez dans le temps. Donc, au lieu de mettre une plus grande mise de fonds au départ, ben, votre mise de fonds, elle est petite au départ, mais vous avez du négatif pendant quelques années. Moi, j'en ai acheté dans ce secteur-là, là, j'ai acheté un 6 logements en 2018 à perte. Là. Donc, il était à perte, mais on avait mis 40 à l'époque. Là. Je pense que c'était 47 de mise de fonds qu'on avait mis. Okay, donc, on avait fait un petit montage financier pour être capable de faire ça là, avec nos entreprises, etc. Mais ça nous a pris, je pense, 2 à 3 ans être capable de remonter les revenus. Là. Il y a eu des locataires qui ont parti, heureusement. Donc, on était capable. Les loyers étaient littéralement 50 du prix du marché. Donc, ça va dépendre de comment vous voulez gérer ça. Donc, il y en a qui vont mettre plus de mise de fonds pour ne pas avoir de perte annuelle. Il y en a qui ça ne leur dérange pas d'avoir une perte annuelle pendant. Ils vont le prévoir. Il ne faut pas que ça vous mette en danger personnellement et ou votre entreprise. Mais moi, dans un immeuble qui serait à perte de 1 000 $ par mois, 1 200 $ par mois, ça ne me dérangerait pas tant en sachant que j'ai vraiment une plus-value importante à aller chercher dans 2, 3, 4, 5 ans. Et c'est un immeuble typique. Hein? Donc, mais il faut devenir un super gestionnaire après coup parce qu'il faut vraiment augmenter les revenus, diminuer les dépenses, il faut avoir une super qualité de locataire et vous pouvez tenter de négocier le départ des locataires. Moi, de faire des fausses déclarations qu'on va aller habiter dedans, il faut être très prudent parce que ça peut se retourner contre vous. Vous allez vous retrouver dans le Journal de Montréal et où vous allez avoir une poursuite à la régie pour fraude, finalement. Là, et vous pouvez lui devoir payer des dizaines de milliers de dollars des fois en pénalité. Thomas, c'est une excellente question et je vais probablement en parler un peu vendredi, mais on pourrait en parler pendant des heures. Au commercial, on peut financer des petits plex, des duplex, des triplex, des quadruplex. Ah, bien certainement. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui pensent que c'est uniquement des plus grands logements. C'est juste que les petits plex, admettons un quadruplex, moi j'en ai quelques-uns des quadruplex qui sont financés auprès de Desjardins Entreprises et ils vont regarder la valeur marchande de la propriété et pas nécessairement la valeur économique de la propriété. Et ils peuvent vous prêter jusqu'à 80 comme au résidentiel, mais à condition de respecter un ratio de couverture de dette de 1,0. Je ne rentre pas dans le technique aujourd'hui de comment calculer ça, mais c'est exactement le chiffre que j'avais utilisé tantôt. Là. Et c'est sûr que là, avec la montée des taux, c'est moins intéressant de financer un quadruplex au département commercial ou en entreprise. Mais si on est bloqué dans nos ratios personnels, comme moi, c'était ma problématique, j'étais bloqué dans mes ratios personnels, donc on les a financés au commercial. Ça se finance très, très bien. Mais ils vont se baser sur les chiffres de l'immeuble. Revenus, moins dépenses. Et si le ratio de couverture de dette fonctionne, ils vont vous financer. C'est sûr que là, la donne a changé depuis 1 an. Parce qu'avec la montée des taux, bien, ça a abaissé les montants de financement. Donc, ça se peut que vous ne soyez pas à 80 de financement dans un quadruplex. Mais oui, ça se fait très bien et même, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile à financer dans le département commercial qu'en personnel. Surtout quand on commence à avoir quelques. Il y en a qui collectionnent les petits plex comme moi je faisais à mes départs et une année, on se retrouve devant un mur de financement que j'appelle parce que nos ratios d'endettement ne fonctionnent plus. On n'a pas le choix d'aller. Moi, je connais des gens qui se sont constitués des parcs immobiliers de petits plex, 50, 60, 70. Ils font des très bonnes transactions, ils font des profits à l'achat, ils font des optimisations par la suite. Ils sont tous financés au commercial. Angélique, donc pour démarrer, avoir une mise de fonds de 300 000, c'est quand même difficile, voire pas pensable. Ça dépend. Donc, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ça va être difficile. Il y a toutes sortes de solutions qui pourraient être envisageables. Donc, c'est sûr que sur un immeuble comme ça, un triplex, je ne penserais pas que le vendeur va contribuer à vous faire une balance de vente. Il y a trop de personnes qui veulent acheter ce genre d'immeuble-là. Est-ce qu'il peut y avoir un partenariat? Est-ce qu'il pourrait y avoir des parents qui aident? Moi, j'ai donné un article cette semaine que j'ai publié sur le blog. C'est un de mes amis qui a fait refinancer la maison de ses parents pour acheter son premier 5 logements à côté, littéralement dans 2 rues à côté de où on vient d'analyser, et qui a fait une super de belle transaction. Et pendant 2-3 ans, ses parents avaient une marge de crédit hypothécaire sur leur maison. Et lors du refinancement, il a procédé. Donc, ne vous mettez pas de limites comme ça. Okay? Essayez de penser différemment. Je sais, tu as déjà dit dans un autre post là, que tu n'avais pas de parents, je pense, qui pouvaient t'aider à faire ça. Mais essayez de trouver des solutions parce que
Il ne faut pas dire non. Moi, je me suis souvent fait dire ça ne va pas marcher ton financement. Et je finissais par trouver toutes sortes de méthodes. Donc, on verra quelques cas vendredi, là. Mais effectivement, donc pour un premier immeuble, ça pourrait être plus difficile. Pour quelqu'un qui a déjà quelques immeubles et qui va vouloir faire des refinancements, ça pourrait être une belle stratégie à faire. Donc, il y en a qui vont être plus agressifs, qui vont être plus cow-boys, qui vont y aller avec un prêteur privé temporairement, qui vont vraiment forcer l'évacuation des locataires. Moi, ce n'est pas mon genre du tout de processus, là, mais il y en a qui le font, là. Donc, je ne vous encourage pas à le faire, là, des évictions, là, mais il y en a qui sont cow-boys qui font ça. Je fais des rénaux. Les locataires ne sont-ils pas obligés de partir dans un délai raisonnable? Si tu fais des petites rénaux, non. Si tu fais des grosses rénaux, même démolir. Moi, là, j'ai démoli un logement à la fin 2021, début 2022. Ouais, fin 2020, début 2021, dans le même quartier. Là, faites attention, dans ce quartier-là, il y a beaucoup d'immeubles qui bougent. Donc, moi, c'est le cas de mon premier immeuble. Donc, l'immeuble bougeait. Donc, j'ai dû faire pieuter. Il était déjà partiellement pieuté, mais j'ai dû détruire l'appartement rénové, qui était rénové. J'ai dû le détruire au sous-sol pour faire pieuter ma poutre centrale. Donc, j'ai dû détruire ma salle de bain qui était toute récente. C'est un de mes logements les plus récents de cet immeuble-là. J'ai dû le détruire. Le locataire a dû quitter parce que j'ai détruit son logement, mais il est revenu après, là. Donc, il est parti vivre pendant 10 mois à peu près. Un peu moins que ça, là, j'exagère, là, mais on avait tellement des gros problèmes qu'il a dû quitter avant même les travaux. Là. Il y avait tellement de mouches, d'égouts qu'il a dû quitter. J'avais autorisé à arrêter de me payer le loyer parce que c'était invivable dans son appartement. Mais il a quitté, puis il est revenu en mai de l'année d'après. Donc, il a quitté, je pense qu'il a arrêté de me payer au mois de septembre, puis il est revenu en mai l'année d'après. Et j'ai été chanceux parce que il ne payait vraiment pas un loyer cher. Et lorsqu'il a réaménagé avec ses meubles dans l'appartement, il m'a annoncé qu'il allait quitter. Donc, il avait bien aimé à vivre avec sa copine et il allait partir après 20 ans dans mon immeuble. Donc, j'ai été très chanceux, j'ai doublé le prix du loyer. Sinon, je pleurais. Hein. J'en aurais eu pour 25 ans à avoir jeté mon argent en poubelle pour faire pieuter mon immeuble. Je n'aurais jamais vu les couleurs de cet argent-là. Et même, j'en ai pour à peu près 18 ans, je pense, à rembourser le prêt du pieutage. Mais non, ils ont le droit de quitter et de revenir. Donc, c'est pas si facile que ça. Angélique, tu le vois apparaître ici. Là, regarde dans les liens sur Facebook. Là, si tu me regardes sur Facebook, j'ai mis le lien ici, là, Sherpa Immobilier, calculateur opt-in. Donc, vous allez le retrouver là. Sinon, dans le groupe Sherpa, à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, il y a un petit post qui demande si vous voulez l'avoir. Ça, c'est une bonne question. Là, je vais vous raconter la petite histoire que moi, je me suis fait raconter en 2015. Ma courtière avec laquelle j'ai fait beaucoup de transactions, je ne sais pas si Nathalie, tu m'écoutes, donc elle s'appelle Nathalie Néron, très bonne courtière pour ceux qui veulent acheter à Montréal, Ville-Marie, Rosemont, Hochelaga, Verdun, là, Nathalie Néron. J'ai fait beaucoup affaire avec elle, j'en ai parlé souvent dans mon blog. Elle est spécialisée dans l'accompagnement d'acheteurs de Plex dans le Grand Montréal et surtout dans les quartiers centraux. Et c'est elle qui m'avait aidé à acheter ma première transaction à l'époque. Entre autres, et plusieurs autres propriétés, même à Joliette. Donc, selon ton expérience, quelle est la rotation moyenne d'un locataire en nombre d'années? Et elle me disait tout le temps, elle avait de l'expérience, sa famille de l'immobilier aussi, puis elle me disait, Steve, donne-toi 5 ans pour faire une rotation de tes locataires et tu as des bonnes chances qu'en 5 ans, tu aies changé une bonne partie de tes locataires. Je dois te dire que depuis 15 ans, j'ai des exceptions à ça. J'en ai qui sont là depuis 30 ans et qui ne vont pas partir. Mais de façon générale, je vous dirais que dans 80% des cas, 5 ans plus tard, mes locataires n'étaient plus là. Même des locataires que je n'aurais pas pensé qu'ils auraient quitté. Donc, c'est pas, j'en ai des exceptions là. Mais dans 80% des cas, 5 ans plus tard, ils n'étaient plus là. À combien je ferais une offre sur cette propriété-là? Écoute, pour avoir parlé au courtier ce matin, il y a déjà une offre qui a rentré sur cette building-là. Donc, elle n'est pas encore acceptée. Moi, je vais quand même aller voir demain cette propriété-là par curiosité, à moins que quelqu'un ici se lance. Là. Mais je pense que il n'y a pas beaucoup de négociations possibles. Okay? Donc, ça va sortir en haut de 800. Donc, je vous dirais, le prix qui est demandé, je pense que c'est à peu près raisonnable. On a vu des comparables à 850, on en a vu à 1 100 000, 1 100 000. Le prix ne semble
pas avoir été boostés, là. Donc, soit qu'ils veulent avoir la surenchère, mais en tout cas, un matin, il y avait une offre d'achat de rentrée quand j'ai parlé au courtier. Merci, monsieur le courtier, de m'avoir parlé. Je ne vous avais pas dit pourquoi je vous avais parlé, d'ailleurs. D'où est-ce que vous pouvez trouver mon calculateur? Donc, c'est la même question. Donc, j'ai répondu. Donc, regardez dans ceux qui sont dans Facebook, là, vous allez le retrouver dans les commentaires. Année de construction, 1910 vis-à-vis 1957. Donc, je n'ai pas regardé là, attentivement à la ville l'année de construction ici, c'est cet immeuble-là, mais c'est probablement une construction, je vous dirais, en haut de 1940, là. Dans l'immeuble qu'on a analysé tantôt. Moi, dans le même quartier, mes immeubles similaires ont été construits en 1948. Donc, c'est un quartier qui s'est développé pas mal, probablement deuxième moitié, je pense, de 1950. Là. Moi, j'en ai qui datent de 1850, des immeubles, et sont droits comme le roc. Donc, mais c'est sûr qu'il y a des assurances qui n'aiment pas ça. Ça dépend. Tu sais, si c'est un 1910, mais tout a été refait en 1970, les fondations, la structure. Donc, l'année, c'est l'année de la construction, mais l'immeuble peut avoir été remis à neuf, toute l'électricité, toute la plomberie. Donc, c'est dur de se dire. Moi, j'en ai eu plusieurs, même dans le même quartier qu'on avait, là, j'en ai acheté un qu'on a revendu il y a 2 ans, mais c'était ça à peu près 1900. Il avait été complètement refait en 1960, donc structure, charpente, toit, etc. Puis il avait été refait dans les années 80. Donc, l'année de départ, des fois, c'est les fondations dans le secteur. Donc, nous, on a habité avec Philippe, mon associé, là, on a habité à littéralement 50 mètres de l'immeuble qu'on vient d'analyser, là, dans un duplex, et c'était des fondations en moellon qu'on appelle. Là. C'est vraiment une espèce de grosses pierres, puis... et il fallait faire la surveillance quand même pour la fondation, pour s'assurer qu'il n'y avait pas trop d'humidité là, qui va s'infiltrer. Donc, s'assurer d'avoir des drains français, etc. Parce que éventuellement, peut-être dans quelques dizaines d'années ou peut-être même maintenant, il faut refaire les fondations. Donc, ça dépend. Moi, j'ai pas de. Il y a trop de facteurs. Mais ça va dépendre des logements, du potentiel de l'immeuble, de l'argent qu'il a injecté maintenant et dans les futures années également. Et c'est pas parce que, tu sais, moi, 1950, mon immeuble, 1948, et tous mes voisins présentement sont en train de faire pieuter l'immeuble, tous leurs immeubles sont en train de s'enfoncer littéralement. Là. Il n'y a plus de sol sous l'immeuble. 1948. Donc, c'est fou. Là. Dans le nord de la côte, là, près de la rue Sherbrooke, là, entre Hochelaga et la même chose sur tout le plateau Mont-Royal, les immeubles s'enfoncent dans l'argile. Et c'est un immeuble qui ne date pas de 1910, mais j'en avais un autre 1910 qui, lui, ne bouge pas. Il n'est pas du tout sur de l'argile. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs différents. Ben non, c'est ça. Donc, quelqu'un qui me dit la moyenne des revenus sur Ziplex ne nous renseigne pas sur l'état des logements loués. C'est ce que j'aime beaucoup de ce qu'on voit maintenant dans Marketplace, parce qu'on est capable de voir présentement. Et là, il faut faire attention parce que ce n'est pas quelqu'un qui met un logement à 2400 dans Marketplace qui va se louer 2400. Peut-être qu'il fait des tests aussi. Là. Donc, il faut toujours regarder un peu une moyenne du secteur. Mais effectivement, moi, pour fixer, par exemple, à 1950 mon 5,5, j'aimais bien me comparer avec Marketplace parce que je voyais, bon, ben voilà, c'est le même genre de logement où dire, voyons donc, ils demandent 1850, mais c'est des cuisines de 1950, les salles de bain ne sont pas à être refaites, c'est un demi-sous-sol avec pas de fenêtre. Donc, on est capable de se comparer et de dire, ben, moi, je suis confiant. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Marketplace pour aller se comparer avec. Vous pouvez y aller de temps en temps. Vous savez qu'il y a un locataire qui va quitter dans quelques semaines. Commencez à aller voir qu'est-ce qui se passe dans Marketplace sur la carte et vous regardez. Et ça change vite, hein? Parce que dès que l'annonce est partie, il y en a d'autres qui arrivent. Donc, moi, des fois, j'y allais, là, il y a quand 2 mois, j'ai mis mon 5,5 en location. J'y allais à tous les jours sur Marketplace, voir qu'est-ce qui vient d'apparaître dans le secteur, parce que c'était mes compétiteurs actuels présentement. Je voudrais savoir le processus global de l'achat d'un multilogement, un 6 logements. Donc, compte tenu que le financement ne se base pas sur la dette de l'investisseur, ce n'est pas tout à fait vrai, mais plutôt sur le revenu de l'immeuble, oui et non. Je voudrais savoir si un immeuble intéressant, par où on va commencer. A-t-on besoin d'une préqualification? Faut faire les 6 logements, là, ils se retrouvent un peu entre les deux. Okay? Donc, ils se retrouvent un peu entre les financements purement résidentiels et ce qu'on appelle un financement plus commercial. Souvent, la valeur qui va apparaître même dans les 6 logements que moi j'ai, toi dans ma compagnie au niveau personnel, quand on faisait faire un rapport d'évaluation agréé, la valeur qui est donnée à la banque,
c'est la valeur comme un quadruplex. C'est basé sur les comparables vendus dans le secteur bien souvent. Dépendamment de votre situation de financement, donc moi, par exemple, si je m'achète maintenant un 6 logements, je dois le mettre dans ma compagnie où je suis en financement commercial. Là, le calcul va être complètement différent que si je l'achète en mon nom personnel et que je suis en financement personnel. Donc, on va en reparler vendredi. Je ne vais pas entrer tout de suite dans tout le détail, mais en financement personnel, mettons, avec Desjardins ou avec la Banque Royale, vous seriez capable d'aller chercher 80 de la valeur agréée du rapport. Si je suis en financement commercial, ça va être vraiment basé sur les revenus dépenses et sur le fameux ratio de couverture de dette. C'est maintenant ça qui va driver beaucoup là, le montant du financement. Et avec le taux d'intérêt, ça fait des financements qui sont beaucoup plus bas en financement commercial qu'en financement personnel. Un 12 logements, un 15 logements, vous allez devoir le financer en financement commercial. Mais un 6 logements, il peut se retrouver dans deux catégories, dépendamment de qui vous êtes et à quel endroit vous allez le faire financer. Donc, à votre nom personnel et en financement personnel ou en votre nom personnel et en financement commercial. Ça ne sera pas du tout le même calcul. Donc, un 6 logements, présentement, moi, vouloir l'acheter, je voudrais l'acheter en mon nom personnel, financement personnel. Sinon, dans ma compagnie, je vais avoir un financement qui va être de 60 de la valeur. Il va falloir que j'injecte 40, 45 ou un cas qu'on vient de voir, 50 de mise de fonds. Donc, présentement, avec la montée des taux, on essaie de rester le plus longtemps en financement personnel. Donc, le taux d'intérêt est moins élevé et on a plus de financement. Les plex financés au commercial affectent-ils nos ratios d'endettement quand même? Si, écoute, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que oui. Okay, donc, si c'est en votre nom personnel, mais que vous le faites financer au commercial, j'aurais tendance à dire que oui. Mais là, ça doit dépendre des institutions financières. Ils ont chacune leur façon de faire. Allez voir votre banquier ou un courtier hypothécaire. Là, je ne suis pas assez à l'aise pour voir tous les cas. Doit-on s'incorporer pour éviter que les banques tiennent compte de notre ratio d'endettement? Pas nécessairement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, mais en fait, vous pouvez, moi, je connais des gens qui possèdent 100 logements, tout en leur nom personnel, mais ils font financer au département entreprise ou au département commercial. Donc, on n'est pas obligé de s'incorporer. Donc, dès qu'on arrive en financement commercial, c'est davantage les revenus des propriétés qui vont être regardés. Ils vont regarder quand même votre situation personnelle, là, surtout si vous les achetez en votre nom personnel, mais c'est moins important qu'en financement. Hey, vous avez beaucoup de questions. Hein? Comment la démographie va venir influencer l'optimisation de l'immeuble? Par exemple, quel type d'appartement va convenir et à quel profil? Bien là, je vais vous inciter à regarder le premier bootcamp de cette semaine. Donc, ceux qui sont inscrits, vous pouvez aller regarder le premier bootcamp de lundi. Vous pouvez le descendre là, dans mes fils Facebook qui sont encore publiés pour le moment jusqu'à dimanche. Après, je les enlève. Mais c'est exactement de ça dont on a parlé. Okay, donc, retournez écouter ça. C'est exactement qu'on parle. Si je parle de cet immeuble-là en particulier, dans l'est de Ville-Marie, à proximité de la ligne verte de métro, des terrains, il n'y en a pas. Là. Pour construire des nouveaux immeubles, il faut démolir des petits immeubles actuels. Il y a une pression énorme donc, sur la valeur des terrains. Il y a beaucoup de petites maisons. Là. On a vu là, juste sur cette rue-là, il y a plein de petites maisons qui sont maintenant protégées, là, je pense, depuis quelques années. Mais ça pourrait être une bonne idée de les démolir et reconstruire par-dessus. Donc, malheureusement, la ville veut les protéger. Là. Je ne trouve pas qu'il y a d'éléments architecturaux particuliers dans ces petites maisons-là. Mais beaucoup de personnes qui veulent vivre. Ça peut changer drastiquement. La vie, il faut faire attention et prévoir tous les cas. Moi, là, dans ce quartier-là, jusqu'en février 2020, j'avais des files d'attente devant mes appartements quand je faisais louer. J'y mettais à toutes les 10-15 minutes mes visites. Et des fois, j'en mettais même 2 en même temps. Je faisais attendre les gens. Je pouvais avoir 30 visites en 2 heures pour mes appartements. La COVID est arrivée, je sais que c'était exceptionnel, c'était particulier, mais il y a eu vraiment tout le monde avait fui Montréal. Moi, je louais à des Français en PVT, en programme vacances-travail. Il y en a là, littéralement qui ont abandonné tout. Leurs meubles, leurs trucs, la bouffe dans le frigo, sont partis en France. Et on essayait de relouer nos appartements et on n'était pas capable. Ça a duré, je vous dirais, de mars 2020 à fin 2020.
dans la première là, grosse vague de COVID. Et on avait même dû diminuer. On baissait là, de 200, 250 $. On n'arrivait pas. Les Français avaient foutu le camp. Là. Et ils nous ont dit, on s'en va, puis on s'en va. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, on n'était pas capable de relouer les logements. Donc, mais la situation maintenant, elle est redevenue, je vous dirais, comme avant et même pire. Donc, il y a encore beaucoup de personnes intéressées, mais le prix des logements par rapport à il y a 3 ans a encore augmenté dans ce secteur-là. Donc, je ne vois pas comment les prix pourraient baisser dans le secteur. Là. Beaucoup d'étudiants, je parlais à un de mes voisins, Olivier, la semaine passée, dans un de mes immeubles. Là. Lui il habite à côté, puis il me disait, il y a beaucoup de familles qui ont des 3,5, des 4,5, qui ont eu un enfant, qui ont eu 2 enfants dans le coin. Leurs enfants vont à l'école, ils veulent rester dans le quartier. Ils veulent déménager dans un 5,5, dans un 6,5, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas et les gens ne veulent pas quitter ces logements-là. Donc, je pense qu'il va constamment avoir une demande très forte pour ce type de logement-là dans ce secteur-là. Est-ce que les revenus sont à tenir en compte quand on regarde les comparables? Excellente question. Dans le cas d'un quadruplex, comme on vient de voir, si vous faites une évaluation agréée indépendante avec un évaluateur agréé, les revenus ne vont pas tant influencer la valeur. Ça va l'influencer un peu, mais ils vont regarder l'évaluateur, il va aller chercher 3 comparables vendus dans les derniers 6 à 12 mois. Donc, il va regarder dans votre secteur, donc dans l'est de Ville-Marie, où là, ici, on est à la limite entre 2 arrondissements. Ils vont peut-être aller voir aussi dans Hochelaga, collé sur la voie ferrée, peut-être dans Rosemont, Petite-Patrie, dans l'extrême sud-ouest de Rosemont, Petite-Patrie, parce qu'on est vraiment tout près de l'intersection également. Donc, ils vont aller chercher des immeubles similaires, caractéristiques similaires, comparables, 3 étages, briques, 2, 3,5, des 5,5. Et ils vont regarder à quel prix ça s'est transigé. Et là, ils vont faire des ajustements. Donc, par rapport à la grandeur du terrain, par rapport aux grandeurs d'immeubles, par rapport à l'état des logements intérieurs. Et ils pourraient faire un petit ajustement du prix basé sur les revenus. Mais ça ne va pas influencer, pour un quadruplex, là, ça ne va pas influencer de façon importante. Malheureusement. Donc, ce qui fait qu'un quadruplex juste à côté qui aurait 25 000 de revenus annuels va peut-être valoir la même chose pour l'évaluateur agréé que celui qui a 47 000. Ils vont peut-être avoir 10-20 000 de différence en valeur, mais pas tant. Et ça, je le vois souvent passer. Hein? Donc, il tag quelqu'un d'autre. Donc, merci beaucoup. Là, tu tags tout le temps une autre personne dans mes posts Facebook. Donc, merci. Donc, en conclusion, en ce moment, tu préfères financer en 6 en personnel. Présentement, c'est ce que je ferais, oui. Donc, financement plus élevé en personnel et taux d'intérêt moins élevé. Là. Au financement commercial, moi, je ne les aime pas, mes taux d'intérêt présentement. Là. Donc, vraiment, vraiment pas. Et surtout parce que j'ai pris beaucoup d'immeubles semi-commerciaux. C'est encore pire. Donc, moi, je frise le 8 % là, dans mes immeubles semi-commerciaux et j'en ai que j'ai dépassé le 8 %. Donc, c'est mortel, là, littéralement. Donc, un 6 présentement, depuis 1 an, c'est sûr que j'irai en personnel, financement personnel, si vous êtes capable, si vos ratios d'endettement fonctionnent. Quitte à plus tard le transférer en financement commercial quand les taux seront plus intéressants. Mais pour le moment, les taux sont vraiment au désavantage du montant de financement. Peut-on prendre un immeuble en financement personnel et dans le futur le changer? Ben oui, absolument. Okay, donc, ça, c'est pas compliqué. Donc, vous changez d'institution financière. Moi, j'ai viens de faire l'inverse même. J'avais un 5 logements, mon deuxième immeuble, que j'avais financé avec un courtier hypothécaire en 2017 pendant 5 ans, donc de 2017 à 2023. Il l'avait envoyé à la banque TD au département commercial. J'avais fait financer assuré SCHL et quand ils m'ont proposé, au début de la montée des taux l'année passée, quand ils m'ont proposé, j'ai arrivé à mon 5 ans, j'étais outré du taux qu'ils me présentaient, ce qui était quand même très bas par rapport à maintenant. Et j'ai switché, je l'ai remis en financement personnel chez Desjardins personnel. Donc, ça avait été une petite bataille, mais j'ai réussi à le faire. Donc, j'ai eu un taux d'intérêt plus intéressant comme j'étais redevenu en financement personnel. L'inverse peut très bien se faire. Et dans certains cas, même les gens, à un moment donné, qui voudraient le transférer dans une entreprise, ben, on peut faire des roulements d'actifs. Moi, j'ai fait ça. Ceux qui étaient avec moi cette semaine, je vous en ai démontré un. Là. Je pense que c'était hier, à la journée 2, où on avait un 6 logements, justement, qu'on avait en nos noms personnels, moi et Philippe, et qu'on a cédé à notre entreprise. Donc, on a fait un roulement dans l'entreprise. Et l'entreprise, maintenant, elle nous a émis des actions privilégiées pour nous payer notre équité. Donc, l'entreprise ne nous a pas payé ce qu'elle nous devait, mais elle nous doit des actions privilégiées.
Oh mon Dieu, je n'avais pas vu que ça fait déjà 30 minutes que je réponds aux questions. Je vois qu'il y a de l'intérêt par ce sujet-là, donc je vais m'arrêter après, puis on va continuer à parler de financement à ma journée numéro 5. Donc, quand tu dis financement personnel, c'est le fameux 5 pour un duplex, 10 pour un quadruplex ou 5 logements. Attention, ce n'est pas tout à fait exact. Donc, un financement personnel, par exemple, c'est vraiment quand on va, si je parle de Desjardins, on dit on va aller en caisse. Okay? Donc, on va voir nos conseillers personnels en financement personnel pour placer vos REER, vous achetez une maison, vous achetez un condo, un premier duplex. Donc, c'est ce qu'on appelle le financement personnel. Donc, c'est vraiment Steve Forget, l'individu qui va faire une demande de prêt. Et c'est les conseillers en prêt personnel qui vont analyser ça. Quand je parle d'un commercial, c'est que c'est une autre branche de Desjardins. Donc, chez Desjardins, maintenant, là, je parle tout le temps des Desjardins, désolé, c'est l'institution que je connais le plus. Là. Ça s'appelle Desjardins Entreprises, mais toutes les banques ont la même chose. Donc, on appelle ça le département de financement commercial. Mais ce n'est pas juste pour financer des commerces. Ça peut financer des multilogements, par exemple, également. Et des 5plex, 5plex, etc. Donc, faites attention. Ici, ça, c'est le montant de mise de fonds dont tu me parles. Donc, 5 pour un duplex, c'est pour un duplex propriétaire occupant. En financement personnel. 10 ça serait pour un triplex ou un quadruplex en financement personnel. Un 5 logements, ce n'est pas 10 ça serait 15 en financement personnel. Que tu sois propriétaire occupant ou pas, ça pourrait être 15 là, pour un 5 logements dans ce cas-ci. Pas tout le temps. Donc, tu dis à partir de 6 logements et plus, c'est les revenus de l'immeuble qui comptent pas tout le temps. Okay? Donc, moi, les premiers 6 logements que j'ai achetés, je les achetais même en non personnel, puis ce n'était pas du tout basé sur les revenus de la propriété. Ils les utilisaient pour calculer notre ratio d'endettement personnel, comme quand je m'achète une auto, pas une auto, mais une maison, un duplex, etc. Maintenant, comme je suis au financement commercial, c'est carrément les revenus. Ça, c'est spécial aux 6 logements. Ce n'est pas toutes les banques qui commencent le financement commercial et le calcul de revenus dépenses à partir du même nombre d'immeubles. Il y en a que c'est 6 logements, il y en a que c'est 8. Il y en a qui vont vous autoriser à le faire jusqu'à 8 en financement personnel. Il y en a que c'est jusqu'à 6. Donc, ça, on est dans la zone là où ce n'est pas tout le temps clair. Je m'arrête là. Ça fait assez longtemps que je parle. On va continuer à parler de cette discussion-là vendredi. Donc, n'hésitez pas à faire votre petit défi. Bravo à tous ceux qui sont encore là. Désolé, j'essaie de me limiter à 1 heure, mais je m'emballe par enthousiasme. Donc, continuez à marquer vos questions dans le groupe Facebook et j'y répondrai là, un petit peu plus tard, même si ça va après la fin du bootcamp, là, je vais vous répondre. Et ça pourrait m'inspirer des questions également pour ajuster ma présentation de vendredi que je n'ai pas encore faite. Donc, je les élabore à tous les jours. Là, donc, je m'ajuste à vos questions également pour vous y répondre. Et demain, après ma présentation de 40 minutes, je vais vous présenter également mon programme Sherpa Immobilier pour ceux qui sont intéressés à travailler avec moi et pour aller plus loin. Donc, évidemment, tout est gratuit, mais mon programme Sherpa qui va être payant, je le présente pendant 5 minutes à la fin du webinaire demain. Bonne fin de journée à tout le monde.